Bonjour mes amis, je vous retrouve pour la suite de la vidéo parfumée. Alors, un très grand merci, vos commentaires sont merveilleux et m'apprennent beaucoup sur vous, sur moi, sur ce que vous pensez du parfum et c'est extrêmement intéressant. Alors, je n'ai pas les talents de Lisa pour vous raconter l'histoire, mais je vais le faire à ma sauce. Alors, j'en étais restée, oui, à l'histoire donc de l'Aqua Mirabilis, cette eau de Cologne que nous avons tous connue ensuite dans nos familles. Comme je vous ai dit, je sais que tous et toutes, vous avez vu un flacon d'eau de Cologne qui était posé sur un coin d'une tablette ou d'un lavabo. Eh bien, cette Cologne va ensuite tomber un peu dans l'oubli. C'est fort dommage, je trouve, mais bon, c'est un ressenti très personnel. Et le temps arrivant, la révolution, pardon, n'est pas loin. Et vous comprenez bien que cette révolution révolutionne, comme dirait la palisse, la façon d'être, la façon de vivre et de se parfumer. Hein. On n'allait pas reprendre les mêmes codes que les gens à l'époque ont détesté et ont voulu supprimer. Non, sûrement pas. Donc pendant cette période-là, ben, les femmes et les hommes sont au front, on va dire, et oublient les plaisirs qui pouvaient être liés au parfumage et tout simplement les plaisirs de la vie. Et lorsque cette révolution se termine, c'est une autre révolution qui arrive, une petite révolution olfactive, car après tout cela, on va découvrir des senteurs, on va dire, beaucoup plus diverses, car à l'époque, on en parle peu, on en a peu parlé d'ailleurs. On va découvrir qu'on peut isoler des molécules de synthèse. Alors, les molécules de synthèse, chose qui est encore mal comprise aujourd'hui, je ne vais pas y passer la vidéo, ça serait un peu long, c'est simplement que un parfumeur, c'est d'abord un chimiste, et lorsqu'on est chimiste, on a quand même quelques notions, et ils arrivent à comprendre que certaines molécules vont pouvoir reproduire des senteurs qu'il n'est pas possible d'avoir dans la nature, comme par exemple, je vais vous donner un exemple, le muguet. L'odeur du muguet n'est pas, on ne peut pas le distiller, on ne peut pas le reproduire. Il y a certaines plantes ou certaines fleurs ou certaines matières qui ne sont absolument pas, qu'on ne peut pas distiller, qui ne donnent rien au total. Voilà. Donc, eh bien, sans ces génies, on va dire, eh bien, tous les parfums que vous connaissez, que vous utilisez aujourd'hui, et ça depuis des années, on n'a pas peu, on en a, pardon, on a peu parlé de tout cela. Eh bien, sachez que même le mythique numéro 5 de Chanel, qui a été écrit en 1921, contenait déjà ces fameuses aldéhydes, ces molécules de synthèse, et au fil des ans, eh bien, on en découvre de plus en plus, et c'est ce qui explique le choix que vous avez aujourd'hui et qui a donné un essor à la parfumerie. Alors, cette parfumerie, donc, après la Révolution, on voit fleurir des noms. Je trouve ça, c'est trop mignon. Il fallait que je vous le dise vite fait. On trouve évidemment des noms comme Parfum de Guillotine, Parfum de la Nation. Donc, vous voyez que déjà à l'époque, on avait quand même cette notion de vouloir attirer des clients juste avec un nom. Mais la publicité à l'époque n'était pas comme elle était aujourd'hui. Le marketing ne s'était pas emparé de tout ce que nous connaissons. Et encore merci à ce monsieur, Alexis, hein, qui me parle du marketing, qui ne veut pas payer les publicités. Je l'expliquerai plus tard. Là aussi, il y a beaucoup de désinformation et c'est intéressant que vous le sachiez. Bref, il ne faut pas que je me perde en chemin, ce que je suis en train de faire du reste. Oui, donc les grands parfumeurs de l'époque sont assez peu nombreux. Évidemment, Guerlain, on le connaît. Et ce qui différencie en fait la parfumerie de l'époque, c'est qu'à l'époque, on créait une senteur pour un personnage, on va dire, pour, rappelez-vous, la Cologne impériale, on crée un parfum
pour reproduire un état d'esprit, une émotion. Aujourd'hui, on crée un parfum pour cibler une catégorie de personnes. Vous savez, ce sont des codes, des noms, des codes vestimentaires, des senteurs. On est à l'inverse en fait. Et donc, pour vous donner un petit exemple, lorsque Guerlain a écrit, vous voyez, oui, je dis écrit, c'est pas faux parce que en fait, les parfumeurs créateurs écrivent des notes, hein, on les a même comparés à des poètes, à des notes de musique. D'ailleurs, on dit bien des orgues à parfum, là où toutes les essences sont posées, hein, eh ben, ça s'appelle une orgue, hein, vous voyez, c'est quand même intéressant de voir en même temps le rapprochement, on va dire, avec toute cette culture. Eh bien, lorsqu'il crée cette création que moi je trouve très particulière et que j'aime énormément, mais pour, on va dire, pour un côté affectif, hein, eh bien, il crée l'heure bleue en 1911 et lors de cette création, et l'histoire rapporte que lorsqu'il rentre chez lui, il a l'habitude de passer sur les quais de la Seine et c'est une heure où le soleil commence à décliner et le ciel devient tout bleu. Et là, il dit que ce ciel bleu, ça le saisit d'une émotion. Les bruits deviennent sourds. Il entend le clapotis des vagues et il dit c'est une heure incertaine où tout peut basculer. Et il dit c'est vraiment quelque chose de particulier. Il faut que j'arrive à trouver des notes d'un parfum pour décrire cette émotion qui le submerge. Et le lendemain, il va vite au laboratoire de son père. Il dit il faut que je crée ce parfum pour cristalliser cette émotion. Et ce parfum, donc c'est la fameuse heure bleue tout simplement, qu'il va offrir à sa femme qui était sa muse. Et on a dit d'ailleurs qu'il était visionnaire, qu'il avait déjà pressenti que la guerre pouvait éclater. Eh bien, lorsque la guerre éclate, il part à la guerre en laissant ses enfants et son épouse. Et il est rapporté que dans les tranchées, il emporte des mouchoirs parfumés de cette terre bleue qu'il distribue aux soldats. Il dit pour leur faire oublier l'absence, car le parfum est une présence invisible. Et je trouve ça extrêmement romantique. Il décrit ce moment merveilleux où il dit c'est l'heure où le soleil n'est plus mais n'a pas encore rejoint les nuages. Il ne faut pas oublier qu'on est déjà à l'époque des impressionnistes, hein. C'est toute une ambiance, donc on écrit, oui, on écrit un parfum comme on écrit une partition de musique, comme on écrit un moment privilégié. Ça, c'est juste, ne l'oubliez pas. Ensuite, je vous expliquerai qu'aujourd'hui, on fait l'inverse. Et c'est très important car dans les publicités que vous voyez aujourd'hui, eh bien, on voit bien à travers des messages plus ou moins directs ou indirects qu'on vous dit ce parfum pourrait être unique alors que, bref, on y reviendra plus tard. Donc, c'était intéressant de voir qu'on crée vraiment un parfum. D'ailleurs, il a écrit en 1933, je crois, oui, Vol de nuit, peu de gens le savent, qui était un ami intime de la famille. Antoine de Saint-Exupéry, il a créé son parfum pour lui. Voilà. Et puis cette époque, on va dire, qui marque un tournant de la parfumerie, la première, on va dire, révolution de l'industrie de la parfumerie, eh bien, on voit arriver à cette époque-là des anciens parfumeurs qui existent encore, que vous connaissez, Gabriel Chanel, hein, qui a sorti le numéro 5, le flacon mythique, et on voit déjà apparaître un changement. Car lorsqu'elle a créé ce parfum, on oubliait déjà les dentelles, on coupait les cheveux, la femme est en train de s'émanciper et on va privilégier des parfums beaucoup plus floraux. Le muguet apparaît d'ailleurs, les grands couturiers commencent à venir s'installer sur la scène de la parfumerie et menacent les parfumeurs traditionnels par leur présence. Et donc ils ont tous compris, hein, que ce soit Dior, que ce soit Rochas qui viendra plus tard, que ce soit Jeanne Lanvin, que être déjà couturier, c'était déjà avoir un certain renom pour venir commercialiser un parfum. Donc vous voyez comme tout ça c'est quand même extrêmement intéressant
Et lorsqu'on arrive dans les années, ben voilà, 1947, d'ailleurs ça a été le lancement du Miss Dior pour son premier défilé haute couture, on voit bien que le côté luxe commence à apparaître et que là, ça va susciter finalement ben, de nouvelles perspectives économiques et c'est l'explosion de la parfumerie qui commence à se faire sentir. On crée et la publicité, le marketing commence à rentrer en jeu très dangereusement et met en péril certains parfumeurs qui ont disparu depuis cette époque-là. Je ne voulais pas vous raconter l'histoire de l'heure bleue, mais je crois qu'inconsciemment, je devais en parler, car c'était un souvenir d'une histoire de ma vie, d'enfance, et comme on le dit tous, nous venons, comme le dit bien d'ailleurs Jacques Salomé, que j'aime beaucoup, il dit si joliment, nous venons tous du pays de notre enfance. Est-ce que cela expliquerait l'importance de ces parfums sucrés qui tiennent aujourd'hui le haut de la parfumerie? Ben écoutez, là, vous voyez, on est aux années 1960 qui arrivent. Et ben, je vous raconte la suite plus tard. Je vous remercie, un très grand merci encore. À bientôt, au revoir.